pas moi, mais je les connais. Moi j'avais un truc là-dessus que j'avais gardé pour répondre aux questions aussi. Hein? MJC, MJ. Allez, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue pour ce conseil communautaire. Comme Gérard Fromm est empêché, c'est moi qui vais présider cette séance ce soir. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Fromm a donné pouvoir à Madame Bovetto. Nicole Guérin. Nicole Guérin. Non. Francine Dardenne. Éric Pétieux. Catherine Guigli a donné pouvoir à Nicole Guérin. Fanny Bovetto a le pouvoir de Gérard Fromm. Monsieur Dufour-Maurice. Monsieur Yvion Higuier. Monsieur Gilles Martinez. Absent. Vous arrivez ? Marie Marchello, Madame Marie Marchello. Monsieur Bruno d'Aventure. Madame Renée Petelet, Monsieur Mohamed Jeffal, Madame Claude Jiménez. Elle a donné pouvoir à Monsieur Jeffal, Monsieur Grisca Romain, Madame Valdener Catherine, Monsieur Monnier Bruno. Madame Mulac Catherine. Monsieur Jean-Franck Vioujas. Monsieur Sevrès Jean-Pierre. Madame Anne-Marie Forgeot a donné pouvoir à Monsieur Roger Guglielmetti. Monsieur Guy Hermite. Je pense qu'on peut lui souhaiter un prompt rétablissement. Monsieur Jean-Louis Chevalier. Présent. Monsieur Pierre Leroy. Monsieur Barnéou Jean-Marius a donné pouvoir à Monsieur Jean-Franck Vioujas. Pour Saint-Chaffré, Madame Blanchard Catherine, Madame Alire Martine, Monsieur Galliano Nicolas. Pour la salle Les Alpes, Monsieur Perly Gilles, Monsieur Salemric. Pour Val-des-Prés, Monsieur Bouchier Thierry. Pour Villard-d'Arène, Monsieur Fons, Olivier. Pour Villars-Saint-Pancras, moi-même. Madame Arnaud Patricia et Monsieur Charles Perrineau a donné pouvoir à Madame Arnaud. Il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Si, Monsieur Fons. Et il nous faut un secrétaire ou une secrétaire suppléante de séance, puisque Monsieur Fons sera amené à sortir et à quitter la séance. Monsieur Grisca ? Merci. Donc vous avez tous eu la convocation lors du jour qu'on détaillera. Avant ça, vous avez eu le compte-rendu du conseil communautaire du 27 mars 2018 qui s'est tenu dans cette salle. Est-ce que ce conseil communautaire appelle des remarques de votre part? Pas de remarques. Je suppose qu'il est adopté à l'unanimité. Merci. Vous avez également été destinataire des décisions qui ont été prises par le bureau et par le président. Est-ce que vous avez des remarques autour de tout ça?
Pas de remarques. Merci. Donc à l'ordre du jour, nous avons plusieurs points. Le premier point concerne les ressources et administration générale. Les ressources humaines, on verra la modification du tableau des effectifs et notamment un débat autour des élections professionnelles 2018. Ensuite, concernant le développement du territoire, vous aurez le retrait d'une délibération portant approbation sur la convention d'objectifs et de moyens de l'association d'office du tourisme du Briançonnais et l'approbation de la convention d'objectifs et de moyens de l'association d'office de tourisme du Briançonnais. Concernant les services techniques, vous aurez des modifications de tarifs concernant les missions de contrôle au service du public d'assainissement non collectif du SPANC, le règlement du service public, public d'assainissement non collectif, les marchés de prestations et des avenants. Au lot 1, 3 et 4, on en discutera des propositions de sanctions financières pour les dépôts sauvages. Concernant la culture, l'atelier intercommunal des Beaux-Arts, les tarifs, mais également les tarifs du conservatoire à rayonnement intercommunal du Briançonnais. Concernant le social, ce qui a un petit peu fait du bruit aujourd'hui, la subvention pour la participation de la masse salariale 2018 à la MJC du Briançonnais, vous verrez que vous avez sur vos bureaux une proposition d'amendement de cette délibération, et puis une proposition de subvention pour la microcrèche Le Lutin des Alpes. Une question diverse, donc il y aura deux questions diverses. La première, c'est une proposition de motion concernant l'accueil et l'hébergement des migrants. La deuxième, qui est concomitante avec celle-ci, c'est une question posée par un élu communautaire, M. Griska, dans le cadre de l'article 9 du règlement intérieur, et qui sera également débattue lors de ces questions diverses. Projet de délibération numéro 1, personnel, modification du tableau des effectifs. Donc vous avez en annexe le tableau des effectifs, vu les différentes lois, celle du 13 juillet 1983, portant sur les droits et les obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique, vu les décrets relatifs au statut particulier des cadres d'emploi concernés, vu la délibération 2010-074 du 20 juillet 2010, qui précise, après avis du comité technique du 28 mai 2010, fixant à 100% les ratios promus-promovables d'avancement de grade de l'ensemble des grades existants au sein de la collectivité, vu le tableau des effectifs, vu l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 22 décembre 2019 relatif au tableau d'avancement, vu l'avis de la commission AGF en date du 4 avril, vu l'avis du bureau en date du 9 avril, qui considère la réussite d'un agent à l'examen professionnel également de technicien principal deuxième classe au service technologie de l'information. On vous demande de débattre et de voter au niveau du cadre d'avancement de grade pour le pôle service à la population pour les crèches, où vous avez donc les tableaux qui vous ont été donnés dans la note de synthèse, donc de décider de la suppression d'un emploi permanent sur le grade d'auxiliaire de puériculture principale de deuxième classe de la filière sociale à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, et de décider de la création d'un emploi permanent sur le grade d'auxiliaire de puériculture principale première classe de la filière sociale à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. Ensuite, de décider de la suppression d'un emploi permanent sur le grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principales deuxième classe de la filière sociale à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, et de créer un emploi permanent sur le grade d'agent spécialisé des écoles maternelles principales première classe, quotité 35 heures. Également la suppression de 2 emplois permanents sur le grade d'adjoint technique de la filière technique à temps complet en raison de 35 heures hebdomadaires, et de la création de 2 emplois permanents sur le grade d'adjoint technique principal deuxième classe de la filière technique à temps complet en raison de 35 heures hebdomadaires. De décider également de la suppression d'un emploi permanent sur le grade d'adjoint technique principal deuxième classe de la filière technique à temps complet, et d'en créer un sur un grade d'adjoint technique principal première classe de la filière technique à temps complet en raison de 35 heures par semaine. Vous avez, et de dire également que les crédits correspondants sont affectés au budget. Là, c'est pour la crèche de Briançon. Concernant la crèche Guisane, de décider de la suppression de 3 emplois permanents sur un grade d'auxiliaire de puériculture principale deuxième classe de la filière sociale à temps complet à raison de 35 heures par semaine, et de la création d'un grade d'auxiliaire de puériculture principale première classe à raison de 35 heures par semaine. De décider de la suppression d'un emploi permanent de grade d'agent social de la filière sociale à temps complet de 35 heures hebdomadaires, et de créer un emploi permanent sur le grade d'agent social principal deuxième classe en raison de 35 heures hebdomadaires.
de décider de la suppression d'un emploi permanent sur le grade d'adjoint technique de la filière technique et de la création d'un emploi permanent sur le grade d'adjoint technique principal deuxième classe. De dire que ces crédits seront inscrits au budget. Tous ces avancements ont été vus, décidés. En fait, les agents ont été également entendus par les chefs de pôle et les chefs de service qui ont fait remonter des propositions, et ces propositions ont été transmises au niveau de la CAP départementale, et c'est pour ça que dans l'intitulé on a 100% des ratios, donc les 100% des personnels qui ont été présentés ont été acceptés, puisque c'est des ratios qui ont été établis par la collectivité en 2010. Le dernier point, ça concerne la promotion interne, donc ça concerne le service technologie de l'information, et il est décidé de créer, il vous est demandé de créer un poste d'emploi permanent de technicien territorial deuxième classe de la filière technique à temps complet à raison de 35 heures par semaine, et dans le même temps de supprimer un emploi permanent d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet à raison de 35 heures par semaine, et de dire que les crédits qui sont afférents à cette promotion interne ont été inscrites au niveau budgétaire. Y a-t-il des questions? Donc je soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? À l'unanimité, merci. La prochaine délibération concerne la composition et les conditions concernant les futures élections au niveau de la collectivité. Donc nous sommes sur une année dans laquelle les représentants du personnel vont de nouveau être réélus, et il faut que l'on puisse délibérer par rapport à la présence au nombre de ces représentants. Donc je vous rappelle que concernant, donc ça c'est en application du Code général des collectivités, que c'est des lois du 13 juillet 83, 26 janvier 84, du 5 juillet 2010, qu'il y a des décrets du 30 mai 1985, du 27 juillet 2017, relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique. Les élections professionnelles auront lieu en décembre. Le comité technique a émis un avis en date du 20 mars 2018 favorable. La commission AGF également le 4 avril et le bureau le 9 avril. Donc il faut, dans le type de collectivité comme la communauté de communes, créer un comité technique qui emploie, il est créé dans toutes les collectivités qui emploient au moins 50 agents. Lorsque les effectifs des agents relevant du comité technique est fixé au moins égal à 50 et inférieur à 350 agents, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé entre 3 et 5 représentants. Considérant qu'au moins 6 mois avant la date du scrutin des élections professionnelles, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement près duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique. C'est ce qu'on a fait lors du dernier CT. Considérant que la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique communique dans les mêmes délais aux organisations syndicales les parts respectives des femmes et des hommes composant les effectifs pris en compte au 1er janvier de l'année d'élection, je crois que pour la collectivité c'est 149 agents. Considérant que les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité un collège des représentants des collectivités et des établissements publics, le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité. Considérant que pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion ou les membres de ces comités représentant la collectivité et l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité de l'établissement public. Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de personnel est de 149 agents,
Il vous est demandé, donc suite aux discussions qui ont été menées avec les organisations et les représentants des personnels, mais aussi en commission AGF et lors du bureau, de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel, en nombre égal au nombre de représentants suppléants du personnel, de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants des personnels titulaires et suppléants, de décider que l'avis du comité technique soit rendu lorsque l'on été recueilli d'une part l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement, d'autre part l'avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres représentants ayant des voix délibératives. En cas de partage des voix au sein du collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Décider que les membres de ces comités représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant, de prendre acte que les parts respectives d'hommes et de femmes au sein de la collectivité au 1er janvier font état d'une représentation de 33,56% d'hommes pour 66,44% de femmes. Et de demander au président d'en informer les organisations syndicales, réunion qui aura lieu dans les prochaines semaines. Et enfin, d'autoriser le président de la CCB à rester en justice avec éventuellement l'aide d'un avocat, tout litige lié aux élections professionnelles. Donc concernant les futures élections professionnelles, y a-t-il des questions autour de la représentativité? C'est quand même, voilà, c'est un dialogue qu'on a eu avec les organisations, les représentants du personnel, et ça n'a pas donné l'objet à de réflexions particulières ou de remarques particulières de leur part, ni de la part des élus qui siègent en CT. Pas de questions, je le soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Le point d'après, c'est concernant le comité d'hygiène et sécurité, les conditions. Donc un CHSCT doit également être créé au niveau de notre collectivité. Il est déjà en place, hein, et vous savez les actions qui ont été mises en place depuis 2 ou 3 ans. C'est sous l'impulsion également de ce CHSCT. Donc cette délibération est quasiment le copier-colle de la délibération que vous venez de prendre concernant le CHSCT. Donc je vous rappelle que les lois du 13 juillet 83, 26 janvier 84, 5 juillet 2010, celle du 10 juin 85 relatif à l'hygiène et la santé au travail, l'avis du comité technique du 20 mars, l'avis de la commission AGF favorable du 4 avril, l'avis du bureau du 9. Donc il faut que les effectifs relevant de représentants au CHSCT doivent être fixés entre 3 et 5 représentants, que l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité hygiène et sécurité dont les conditions de travail fixent le nombre de représentants, considérant que le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales. Dire que l'effectif est de 149 agents, on l'a déjà vu. Donc il vous est demandé également de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel, égal en nombre de représentants suppléants du personnel, de décider le maintien du paritarisme numérique fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, et de décider que l'avis du CHSCT soit rendu lorsqu'ont été recueillis d'une part les avis des collèges des représentants de la collectivité et de l'établissement, d'autre part l'avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant des voix délibératives. En cas de partage des voix au sein du collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. De décider que les membres de ces comités représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination est réputé avoir été donné parmi les membres de l'organe délibérant. D'autoriser le président de la CCB d'ester en justice et éventuellement à l'aide d'un avocat pour tout litige concernant les élections professionnelles. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je le soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. La délibération numéro 4 concerne la mise en place du compte personnel d'activité, la modification du règlement de formation, la détermination des plafonds pour la prise en charge des frais pédagogiques et modalités de remboursement des frais de déplacement dans le cadre de la formation. Compte personnel de formation.
Donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 13 juillet 83, du 26 janvier 1984, l'ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 portant sur les diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation, à la santé, à la sécurité au travail dans la fonction publique, vu le décret du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité, vu le décret, le décret 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et la formation professionnelle tout au long de la vie, vu l'avis du comité technique favorable du 20 mars qui a fait des propositions d'ailleurs, vu l'avis de la commission AGF du 4 avril positif, vu l'avis du bureau. En considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret du 6 mai 2017, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation, il peut prendre en charge les frais occasionnés par leur déplacement. La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale. Donc par rapport à ce CPF en fait, c'est des nouveaux dispositifs qui sont appliqués au niveau de l'État et que les collectivités territoriales doivent mettre en place. Donc il a été décidé avec les représentants du personnel de mettre en place ce CPF. Comment ? Par déjà un plafond horaire. Un plafond horaire de 1 heure de formation de CPF correspond à 15 € de prise en charge pour des frais pédagogiques par l'employeur. Un plafond maximal en termes de coût par action de formation de 2250 €, soit 150 heures, qui est le plafond maximal normal pour l'ensemble des agents, sauf des agents qui auraient un manque de diplôme, c'est-à-dire qui n'est ni le brevet des collèges ni le BEP. Ce plafond peut monter à 400 heures. Un plafond maximal correspondant à l'enveloppe de financement annuel prévue au budget des actions de formation nécessaires à la mise en œuvre des projets individuels d'évolution professionnelle. Donc cette année, sur le volet budgétaire, il y a 9 000 € qui a été voté, que nous avons voté lors du dernier conseil communautaire. Préciser que ces 3 plafonds se cumulent, de dire que la collectivité définira chaque année l'enveloppe budgétaire qu'elle inscrit au budget des formations CPF à financer. Et pour cela, il a été voulu aussi que les agents qui font valoir leur droit au CPF le fassent valoir avant une date après laquelle une réunion s'organisera de telle sorte à regarder les dossiers qui sont déposés et les priorités éventuellement données. De dire que la collectivité prend en charge les frais de déplacement des formations demandées au titre du CPF uniquement dans les 2 cas suivants. Les demandes de formation dans le cadre du CPF pour les préparations au concours examen professionnel, ça a été une proposition des élus. Les frais de déplacement seront financés en fonction de la réglementation en vigueur sur les frais de déplacement au moment des demandes. Et puis il y a eu une demande des représentants des personnels et des organisations syndicales qui est en fait, dans le cas du CPF, la prévention pour inaptitude physique qui sera remboursée uniquement au titre des trajets. Les trajets repas et hébergement ne seront pas pris en charge par la collectivité pour les demandes de formation CPF dans le cadre de la prévention à une inaptitude physique. Donc il est clair qu'aussi on privilégiera les formations qui nous sont données par le CNFPT, formations auxquelles on cotise déjà dans le cadre d'un appel à cotisation au niveau de la structure et qui finalement seront pas des coûts supplémentaires si on arrive à placer les agents dans ces cases du CNFPT. Et je vous demande également d'adopter le règlement intérieur de formation de la CCB prenant en compte les évolutions réglementaires relatives au compte personnel d'activité que vous avez eu en annexe de la présente délibération. Y a-t-il des questions sur ce CPF ? Pas de questions, donc je le soumets au vote. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? À l'unanimité, merci. Le prochain point à l'ordre du jour sera rapporté par monsieur Gilles Perly. Il concerne le retrait d'une délibération et il faut que les membres du conseil d'administration de l'Office du tourisme du Briançonnais quittent la salle. En mon absence, ce sera monsieur Gilles Perly qui prend la présidence de la séance. Les barrettes. Ça marche.
Donc, retrait de la délibération du 27 mars 2018 portant sur approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Office du tourisme du Briançonnais. Lors du conseil communautaire du 27 mars 2018, les conseillers communautaires intéressés par l'affaire, car membres du conseil d'administration de l'OTB, ont participé au vote de la délibération du 27 mars 2018. Cette situation donc rend la délibération illégale au regard de l'article 2131-11 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé de retirer cette délibération et de proposer à nouveau au vote cette délibération relative à l'approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Office du tourisme du Briançonnais. Donc il y a eu un flou la dernière fois à ce sujet. Donc c'est pour ça que cette délibération est retirée. Donc je vous propose de mettre ce point 5 au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont... Oui, bien sûr. Oui, donc en cohérence avec mon vote de la séance dernière, donc je m'abstiendrai sur cette délibération. D'accord. Bien, donc, qui est contre le retrait de cette délibération? Qui veut s'abstenir? Donc il y a eu une abstention. C'est monsieur Pétieux. Donc ok, le retrait est approuvé. Donc point numéro 6, donc c'est l'approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Office du tourisme de Briançonnais. Donc le conseil communautaire en date du 19 décembre a approuvé la création de l'Office du tourisme du Briançonnais sous forme associative. Les statuts de l'association précisent que l'OTB assume des missions définies par une convention triennale d'objectifs et de moyens signée avec la CCB. Afin de permettre au conseil d'administration et au bureau de l'association créée de se mettre en place début 2018, la CCB a conventionné à titre transitoire avec les associations des offices de tourisme de Névache et de la Grave-Villard-d'Arène. Une subvention donc a déjà été accordée à cette association pour prendre en charge les dépenses au cours du premier trimestre 2018. Au titre de l'année 2018, les élus communautaires sont appelés à se prononcer sur l'attribution d'une convention de 341 620,35 € à cette association OTB, étant entendu que le reste à verser à l'OTB à la date de la présente convention représente 250 083,35 €, puisque donc au cours du premier trimestre, 91 537 € ont d'ores et déjà été versés aux OT de Névache et de la Grave-Villard-d'Arène pour ce premier trimestre 2018. La commission AGF en date du 27 février 2018 et le bureau du 5 mars ont émis un avis favorable quant à cette proposition. Donc les membres du conseil communautaire sont appelés à approuver la convention d'objectifs et de moyens qui précise les missions de l'OTB et de fixer la subvention 2018 à allouer à l'OTB. Sur la base d'une subvention annuelle 2018 pour une année pleine de 341 620,35 €, la subvention donc à verser à l'OTB pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 serait de 250 083,35 €. Donc comment ont été calculés ces chiffres? Donc il y a une moyenne qui a été prise sur les années 2014 à 2016, qui a été évaluée à 335 000 €. Il a été proposé en commission AGF du mois de février et en bureau du 5 mars de consacrer plutôt 355 000 € à la réalisation de cette mission afin de permettre le développement des missions de l'OTB, notamment au travers d'actions de communication et de promotion qui bénéficieront bien sûr à l'ensemble du territoire. Donc un dernier rappel, le mois de décembre, le conseil communautaire qui a décidé cet office sous forme associative, ça a été fait pour des raisons de souplesse, de création d'organisation et de fonctionnement, d'autant plus que déjà avant, il y avait une large implication des socioprofessionnels et que les offices du tourisme de Villard-d'Arène, La Grave et de Névache étaient déjà en fonctionnement sous forme d'association. Voilà donc cette délibération numéro 6. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, ben, toujours dans la même logique et la même cohérence, je m'abstiendrai aussi sur cette délibération. Oui, Gilles, nous c'est exactement la même chose dans le sens où Briançon participe pas à cette association. Voilà, on est toujours avec l'Office du tourisme de Serre-Chevalier-Vallée et donc cette association ne nous regarde pas. Donc on s'abstiendra également.
J'avais une autre question par rapport à la problématique que vous aviez avec le personnel. Est-ce que vous avez résolu les problématiques au niveau de personnel, de la fonction territoriale et voilà tout ça? Effectivement, la préfecture a été contactée, mais a priori, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse sur ce point. Vous comprendrez donc que je voterai contre avec mon pouvoir, puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas transférer ma charge de tourisme à cette association qui a été retenue après moult débats, sur les recommandations d'un bureau qu'on a financé. C'est quand même surprenant qu'on n'ait pas vu qu'une association ne pouvait pas employer du personnel titulaire de la fonction publique. Je m'en étonne. Bien. Madame Guérin. Oui, moi je voudrais simplement répondre à M. Griska qu'il y a quand même un pot commun en quelque sorte et 20 000 euros qui sont mis par la communauté de communes. Donc de ce fait, tout conseiller communautaire est concerné par ce vote. Vous avez raison, mais le tourisme, pour moi, il est géré par Serre Chevalier-Vallée, au sein de l'Office du tourisme de Serre Chevalier-Vallée, où la ville de Briançon verse quasiment 1 million d'euros. Donc bon, les 20 000 euros, je veux bien, effectivement. Ce ne sont pas 20 000 euros uniquement des Briançonnais, mais de l'ensemble de la Comcom. Pour ma part, le tourisme de Briançon, c'est Serre Chevalier-Vallée, c'est pas cette association. Votre choix, hein. Oui, heureusement, oui. Vous manquez, Madame Guérin, vous manquez un peu de cohérence, parce que ce n'était pas votre position lors de la dernière séance. Votre président de groupe s'était abstenu avec tout le groupe. Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a que les ânes qui ne changent jamais d'avis. Moi, je m'abstiendrai aussi pour les mêmes raisons. Et bien évidemment, si la majorité de Briançon vote pas, ça passe pas. Donc, je veux dire, c'est un peu... Bien. Plus d'autres remarques? On va passer au vote, donc. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc les résultats? Pas de majorité. Il y a combien de votes pour? Pas compter les pour. Les votes pour. Qui vote pour? Donc, la délib n'est pas adoptée. Bon, on peut faire revenir les membres du bureau.
300 000 euros. C'est pas cohérent leur histoire. Hein? Comme ça. On avait le soufflé retoqué aussi. Il y a quoi? Le soufflé retoqué aussi. Parce que en qualité, on va donner 20 000 aux deux autres. Ah oui. Et là tout le monde serait dans le. Pas bon. Pas grave, ça ira pas plus loin. J'ai été vice-président, président pendant 3 minutes. Monsieur Perly, vous me faites un point de la situation, s'il vous plaît, au résultat du vote. Ben, le résultat du vote fait que la délibération n'a pas été approuvée. Il y a les résultats du vote que va nous donner Madame Ress. Donc, vote pour. 11 votes pour. Il y a 26 présents, il y a au total 7 pouvoirs, et quand nous avons voté, il y a eu 11 votes pour, donc pas de majorité. Une abstention ne compte pas contre. La majorité, il y a peut-être juste une erreur. Le calcul de la majorité se fait une fois qu'on a déduit les 8 membres, les 8 personnes qui sont sorties, qui ne participent pas au vote. Donc ça fait 26 moins ça fait 18, donc la majorité est à 10. Bon, alors. Moi j'aimerais si on arrive à vérifier ce point-là en séance, parce que c'est quand même assez important, voilà, c'est une délibération assez importante, puisque, je vous le rappelle quand même, on dote le territoire d'un office du tourisme, et on ne lui donne pas les moyens de fonctionner. Donc j'aimerais bien qu'on puisse vérifier ce point-là, si c'est vrai, durant la séance. Voilà. Lorsque vous quittez la salle et que vous ne participez pas au vote, vous êtes considéré comme vous abstenant. Donc l'abstention n'est pas décomptée. Donc on reste sur le vote. C'est un refus de vote. Bon écoutez, on essaie d'éclaircir ce point dans la séance et qu'on le sache. Le point d'après concerne les modifications des tarifs d'émission des contrôles pour le service public d'assainissement non collectif, le SPANC, et c'est Monsieur Sevrez qui rapporte. Oui, merci. Donc le SPANC, donc pour rappel, c'est le service public de l'assainissement non collectif, puisque tout le monde sur cette collectivité n'est pas raccordé au réseau. Donc il y a les missions du SPANC sont confiées par la CCB à 2 prestataires. La société Acter pour les missions de contrôle pour les diagnostics initiaux et périodiques, et à IT05, donc l'ingénierie territoriale des Hautes-Alpes, pour les missions de contrôle des conceptions et réalisations et les diagnostics préalables à la vente immobilière. Pour la société Acter, comme on est un territoire qui est assez éclaté et tout, c'est les seuls qui ont répondu à l'appel d'offres. Voilà, mais sur certaines prestations, on a trouvé que les prix étaient un peu démesurés et on a demandé à IT05 s'il pouvait intervenir, et c'est ce qui s'est passé.
Voilà. Par contre, on était sur des tarifs depuis 2011, sur les mêmes tarifs depuis 2011. À l'époque, on avait travaillé avec la société Comes, ça s'était pas très bien passé. Et donc, on a pris beaucoup de retard sur les diagnostics. Et maintenant, il est temps de s'y remettre et d'ajuster les tarifs. Alors, vous avez un tableau. Hein, donc pour les diagnostics initial et périodique, c'est à 200 €. Pour mémoire, vous ne l'avez pas sur le tableau, mais on était à 161,46 €. Pour les installations supérieures à 20 équivalents habitants, on est à 380 au lieu de 351,62 €. La majoration pour les installations et douaniers à 50 € au lieu de 30 €. Enfin 29,90 exactement. Les contrôles de conception et de réalisation, c'était 150 plus 200. Donc là, ce sera un total de 300 €. Et les diagnostics préalables à la vente immobilière, ça n'existait pas, c'est à 250 €. Alors là, je vous précise que les coûts, ce sont les coûts réels, c'est-à-dire que la collectivité ne gagne pas un centime là-dessus. On a pris les coûts des prestataires, on y a rajouté le temps du personnel de la collectivité qui travaille sur les dossiers, et voilà. Donc c'est vraiment des coûts réels. Voilà, donc nous avons la nécessité d'ajuster les tarifs des contrôles des installations d'assainissement aux tarifs pratiqués par les prestataires sollicités, et les recettes prévisionnelles sont portées au budget annexe assainissement des exercices budgétaires de 2018 et suivants. Donc le conseil communautaire est appelé à abroger la délibération de 2011, du 26 avril 2011, décider d'appliquer aux usagers les tarifs proposés ci-dessous dans l'exercice de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif du SPANC à compter du 1er juillet 2018, d'inscrire ces recettes prévisionnelles pour les budgets primitifs des exercices budgétaires de 2018 et suivants, et dire que les usagers seront informés de la tarification dans les meilleurs délais et également préalablement au contrôle. Et puis, comme dans le passé, on nous a posé lors de ces contrôles quelques lapins, comme on dit, donc il vous est proposé, donc, en cas de refus de contrôle sans déplacement du technicien ou du prestataire, 50% du montant de la prestation à assurer, et en cas d'absence au rendez-vous fixé, avec déplacement du technicien ou du prestataire, eh ben, on facture 100% de la prestation à assurer, et bien sûr on reprend un rendez-vous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette délibération. Donc y a-t-il des questions autour de cette délibération et de la modification des tarifs pour les missions de contrôle pour le service public d'assainissement non collectif? Pas de questions, je soumets donc au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Prochaine délibération, la modification du règlement du service. Et c'est toujours pour le SPANC. Et c'est Jean-Pierre Sevrez qui rapporte. Voilà, alors là c'est une modification du règlement du SPANC. À vrai dire, c'est simplement une mise en conformité avec l'évolution des textes. Et notamment, ça concerne la périodicité des contrôles. Qui passe pour les installations simples à 8 ans au lieu de 4. Donc ça va plutôt vers un allongement. Par contre, c'est 1 an en cas de vente. Voilà. Et pour les installations complexes, c'est-à-dire plus de 20 équivalents habitants, ça reste à 4 ans. Voilà, donc le conseil communautaire est appelé à abroger la délibération du 26 avril 2011, d'approuver le règlement du SPANC modifié, annexé à la présente, donc c'est la mise en conformité. Dire que le règlement modifié entrera en vigueur le 1er juillet 2018
et dire que le présent règlement sera notifié à l'ensemble des communes membres pour information ainsi qu'aux usagers du service public de l'assainissement non collectif. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Pas de questions, je le soumets donc au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Prochain point concerne les marchés de prestations de services pour la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers, et c'est monsieur Pierre Leroy qui rapporte. Donc nous avons voté le 24 septembre 2013 pour attribuer le marché de prestations de services pour la collecte, le transport, le traitement des déchets ménagers. 4 lots donc, avaient été votés. La mise à disposition des contenants, le transport et le traitement des déchets inertes, des déchets verts, des encombrants, bois, ferraille, carton, pneus collectés en déchetterie. La mise à disposition des contenants, transport, traitement des déchets dangereux, des ménages qui sont collectés en déchetterie. La collecte de points d'apport volontaire et des conteneurs semi-enterrés de verre, les journaux, revues, magazines, le transport et le traitement de ces déchets. Ainsi que le 4e lot, transport et traitement des déchets issus du centre de transfert de Villars-Saint-Pancrace. À la suite de ça, les notifications ont été faites. Il y en a 3 qui datent du 22 octobre et une notification qui date du 13 novembre. Donc comme on est amené à terme à repartir pour un nouveau marché, vous comprenez bien qu'il est intéressant qu'on ait les mêmes dates de notification, parce que ça simplifie les choses. Donc là, c'est ce qu'il vous est proposé, d'arriver à la même date de notification, ce qui nécessite pour ça de faire des avenants, donc sur les lots 1, 3 et 4, pour correspondre au lot 2. Donc le lot 2, vous avez la date. Le lot 2, c'est le 13 novembre 2013 que ça avait été notifié. Là, en l'occurrence, le pourcentage de l'avenant, c'est 1,93 pour le lot 1. Pour le lot 3, c'est 1,56%. Pour le lot 4, c'est 1,04%. Donc ça correspond sur les montants de l'avenant à 65 000 € pour le lot 1, à 10 000 € pour le lot 3 et à 75 000 € pour le lot 4. Donc il vous est demandé d'autoriser le président à signer ces avenants pour ces montants, en sachant que ces dépenses prévisionnelles pour le budget primitif de l'exercice 2018 ont été inscrites. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité. Prochain point, c'est les propositions de sanctions financières pour les dépôts sauvages, et c'est toujours Pierre Leroy qui rapporte. Donc comme vous le savez, parce que vous le voyez sur le territoire, malheureusement, il y a énormément d'incivilités commis par des usagers qui se traduisent par des dépôts sauvages aux abords des points d'apport volontaires. Donc les communes s'en plaignent, les services techniques évidemment de nos communes s'en plaignent, mais ce qui est aussi assez net, c'est lors des réunions publiques, on en a fait je crois 52. On est à la 53e a lieu la semaine prochaine. Lors des réunions publiques, systématiquement, les citoyens se plaignent des incivilités de leurs congénères, on va dire. Et donc, de ce fait-là, on a réfléchi, et c'est la délibération qui vous est proposée, donc d'envisager des sanctions financières pour tous ces dépôts sauvages. Donc, par rapport à ça, vous avez la proposition qui vous est faite, c'est une amende administrative pour sanctionner les usagers auteurs de dépôts sauvages. Alors il y a un montant forfaitaire de 80 € pour un dépôt sauvage d'un volume inférieur à 1 m3. Par contre, au-delà d'1 m3, là les dépôts sauvages seraient facturés sur la base des taux horaires que vous avez qui vous sont indiqués. Les coûts agents d'exploitation, c'est 25 € de l'heure. Les coûts des agents assermentés, 30 € de l'heure. Les coûts agents service finance, 30 € de l'heure. Le coût horaire petit utilitaire pour transporter ces déchets jusqu'en déchetterie, 15 € de l'heure. Donc ça c'est pour les petits utilitaires de moins de 3,5 tonnes. Les coûts horaires des camions plateaux, moins de 3,5 tonnes, 30 € de l'heure. Le coût horaire camion grue, plus de 3,5 tonnes, 80 € de l'heure. Et le coût du transport et du traitement des déchets selon la nature des déchets. Là, il y a une grille tarifaire qui existe. Donc voilà. Alors bon, faut-il déjà
arriver au moment où en effet on peut attraper la personne concernée. Nous avons 2 agents de la communauté de communes qui sont assermentés. Les agents techniques des communes peuvent être assermentés. Sachant que cette compétence est une compétence communale, donc les communes sont concernées directement par cette affaire d'acte d'incivilité. Si vous êtes en capacité de voir un dépôt sauvage, vous pouvez contacter la régie. À ce moment-là, un des 2 employés assermentés peut se déplacer sur place et peut verbaliser. Alors, on trouve des documents, en ouvrant des sacs poubelles, on trouve des adresses, on l'a déjà fait, donc voilà, sur des cartons, on trouve des adresses et on est en capacité, dans ces cas-là, d'envisager des sanctions financières. C'est évident que l'intérêt de ces délibérations est plus en termes de prévention, de permettre d'informer les gens que ce n'est pas légal de déposer des déchets aux abords des DSE. Et donc il va y avoir une communication qui va être faite dans les mois qui vont venir. Et petit à petit, dans les mois suivants, on mettra en place cette sanction financière si vous la votez. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le principe de cette amende administrative, de fixer les montants de ces amendes, donc comme je vous l'ai dit, avec une amende forfaitaire pour moins d'1 mètre cube, une amende facturée au réel pour plus d'1 mètre cube, en sachant que ces tarifs s'appliqueraient à partir du 1er mai 2018, qu'ils pourront être révisés à tout moment par une nouvelle délibération. Oui, Pierre, je m'abstiendrai aussi sur cette délibération parce que je pense qu'avant de sanctionner, avant d'intervenir, les communes se doivent de montrer l'exemple. Et quand je vois l'état de propreté aux alentours de nos points de collecte, ça me laisse pantois, ça me laisse à réfléchir sur sanctionner autrui, car nous-mêmes, nous ne sommes pas en capacité de montrer l'exemple et de maintenir propres nos points de collecte. Il y a un temps de personnel conséquent qui est mis à la disposition de ces nettoyages de la part des communes, de la part de la communauté de communes. C'est-à-dire que là, les techniciens de la régie passent énormément de temps à nettoyer et aujourd'hui on le fait. Le problème, c'est que ce nettoyage, c'est justement ces incivilités qui sont à l'origine de tout ça. Il y a certains secteurs où en effet c'est insupportable. Vous trouvez même des canapés, vous trouvez de tout. On a 5 fois plus de déchetterie que la moyenne française. Donc on a aujourd'hui des équipements à disposition des citoyens sur le territoire du Briançonnais qui sont considérables et qui représentent un coût d'investissement et de fonctionnement extrêmement lourd. Là encore, on l'a vu il n'y a pas très longtemps et ça fait l'objet de discussion. Les 2 mises aux normes de 2 déchetteries, là aujourd'hui c'est 190 000 €. On parle juste de mise aux normes. Donc après, il y a le fonctionnement au quotidien, l'investissement de ces déchetteries. Financièrement, tout le monde en a marre de payer des taxes. Les gens ont envie de minimiser ces taxes, et nous aussi, bien évidemment. Ceci étant, je vous dis, en réunion publique, les citoyens se plaignent de l'incivilité de leurs voisins. Et ça, on le voit au quotidien, cette affaire-là. Donc, autour des DSE, c'est inadmissible. On est dans une région touristique. On fait tout pour de la propreté. La disparition des bacs, c'est entre autres pour ça, pour avoir un territoire qui soit exemplaire au niveau justement du tourisme local. Donc là, c'est pas faute d'avoir alerté, c'est pas faute d'avoir indiqué, c'est pas faute de faire de l'information. Là, il va y avoir des panneaux qui vont être mis sur tous les sites de DSE. Les nouveaux panneaux, pour bien préciser les choses, ce ne sont pas des déchetteries. Il y a 5 déchetteries à disposition du territoire. Donc les gens ont la possibilité d'y aller et de ne pas déposer localement devant leur porte. Madame Dardenne. Oui, je suis étonnée, Éric, de ta position, parce que tu n'es pas sans savoir que, ne serait-ce que sur la commune de Briançon, tous les jours, il y a 2 agents qui font le tour de tous les DSE et qui nettoient tous les dépôts sauvages autour. Alors c'est jamais suffisant parce que c'est toute la journée, donc ça devient assez intolérable.
Mais Francine, si tu veux, on fera le tour de toutes les zones de dépôt. Je t'engage à prendre par contre des bottes cuissardes assez hautes ou des échasses pour accéder au dépôt. Non, mais sérieusement, il ne faut pas toujours non plus se voiler la face et fermer les yeux. Voilà, il y a de l'incivilité. C'est tout à fait d'accord, mais derrière, il y a aussi un laxisme de la part de nos services quant à la propreté. Bien sûr, ben on fait le tour de Briançon quand tu veux. Après, moi, je rajouterais quand même que sur ces dépôts, les dépôts appellent les dépôts. On le voit souvent sur nos territoires et sur les communes. Et le fait de déposer devant les DSE, finalement, ça donne un blanc-seing également aux autres personnes qui arrivent derrière et qui font pas l'effort d'aller jusqu'en déchetterie. Et il est vrai que dans cette délibération, il y a quand même une partie toute une partie qui fait état d'une réponse souhaitée par la personne qui éventuellement a été attrapée la main dans le sac ou qui a été identifiée. Et il y a aussi cette réponse qui peut être également étudiée, qui peut être la personne peut apporter des éclaircissements éventuellement sur ces dépôts-là et pourquoi elle en était obligée d'en arriver là. Il y a aussi ce temps de discussion-là pendant un mois. Ça a été noté par Pierre Leroy. Romain Grisca. Oui, moi je voudrais juste intervenir par rapport à la frontière entre répression et information. Là aujourd'hui, donc on vote une délibération. Moi je suis pour, hein, bien évidemment, on va la voter. Mais au lieu de faire de la répression, déjà, moi je trouve que c'est très compliqué d'aller retrouver, même si quelquefois, Pierre, comme tu l'as dit, on peut s'amuser à ouvrir un sac et puis on va tomber sur un nom. Ok, d'accord, mais le taux de réussite là-dedans, c'est quoi? C'est peut-être 5% des gravats dans lesquels on va retrouver un nom. Ça en laisse 95% autres sans qu'on retrouve personne. Vous avez peut-être aussi la possibilité, je sais que certains par leur positionnement politique hurlent quand on dit ça, mais il y a simplement mettre une caméra de surveillance au-dessus du DSE et au moins ce sera réglé pour les dépôts sauvages, en tout cas à cet endroit-là. Et également, je disais une information. Moi, je me rappelle, alors j'étais très jeune, j'étais encore à l'école primaire quand le système a été mis en place. On avait, bien sûr, on avait les marchés, hein, ça vous le faites, vous le mettez en place, mais pas tout le monde va au marché à Briançon. Et on avait donc, dans les écoles, je crois que c'est également fait auprès des scolaires, mais ce qu'il faudrait faire, c'est que les gens de ma génération qui ont grandi, aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'informations. Moi, dans ma boîte aux lettres, à part à lire le document qu'on envoie de la CCB, vous savez très bien que pas tout le monde lit ce document, il faudrait faire simplement une petite plaquette, ou alors une plaquette à destination des copropriétés pour qu'elle puisse l'afficher dans les halls des immeubles, ou également, à l'époque, avec le président Bayrou, on avait mis en place le système, alors je crois que ça coûtait 5 € à l'époque, c'était une caution et on donnait les fameuses caissettes vertes, jaunes et bleues, voilà, pour que les gens puissent, voilà, parce que c'est très compliqué également de pouvoir faire le tri à la maison. Pas tout le monde a envie d'avoir 4-5 poubelles et si vous rajoutez les piles, etc. Pourquoi pas renouveler cette opération de caissettes avec une somme modique, hein, bien évidemment participation de la collectivité, et puis essayer de refaire une énorme campagne d'information. Parce que là, vous dites dans la délibération, vous marquez les gravats, mais moi j'ai aussi pour exemple, d'ailleurs quelquefois j'envoie des photos à Pierre ou à Manon, les DSE sont pas pratiques. Lorsque vous allez vider votre poubelle avec un énorme carton, par exemple rempli de papier, vous arrivez près du DSE, le couvercle ne tient pas, il faut le tenir, alors en plus s'il pleut ou il neige, enfin c'est une catastrophe, vous prenez les boules, vous balancez le carton à côté et vous partez. Et voilà, il faudrait également voir, non mais moi je le fais pas, mais je l'ai vu faire et effectivement c'est assez pénible. Donc voilà, il y a peut-être aussi une remise en question du matériel. Donc, comme vous le savez, on est passé de 12 000 tonnes à 8 000 tonnes d'ordures ménagères. On a baissé de 4 000 tonnes le tonnage d'ordures ménagères. C'est ce qui nous a permis d'être sélectionné territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Le fait d'avoir eu cette sélection, ça nous a permis d'avoir 150 000 € d'aide financière pour faire de la communication. Donc jusqu'à maintenant, on a énormément travaillé sur d'autres sujets. Par contre, le sujet de la communication, là, démarre en ce moment. Ce matin, on avait un comité de pilotage avec la région, justement sur ce sujet-là. Vous avez vu aux abords des DSE, il y a longtemps, il y avait des panneaux qui expliquaient ce qu'on peut faire dans le tri, etc. Ces panneaux, ils sont obsolètes déjà depuis plusieurs années. Soit ils sont cramés par le soleil, soit même le contenu
n'est plus adapté. Un tout petit exemple, vous jetez une enveloppe avec, vous savez, le petit plastique là. Avant, c'était pas recyclable. Aujourd'hui, ça l'est. Sur les panneaux, ça n'apparaît pas. Et donc, là, il est prévu dans les semaines, les mois qui vont venir, un gros travail de communication. Alors, ça se fait sur les marchés, ça se fait dans les écoles, mais là, ça va se faire sur tous les points de regroupement. Il va y avoir des panneaux propres, clairs, qui vont être distribués.